Après de longues périodes d'affrontements entre les groupes séparatistes et les forces de défense et de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les populations se sont retrouvées prises entre marteau et enclume, payant le lourd tribut d'un cycle intermittent de violence. Au fil du temps, sans éradiquer totalement la menace terroriste, l'action des forces de défense et de sécurité a tout de même permis une quasi-liberté de mouvement des personnes et de leurs biens dans la presque totalité de ces deux régions, notamment dans les centres urbains. Des actions sporadiques, beaucoup moins organisées, des mots d'ordre des séparatistes qui se font respecter par la population par peur de représailles sont quelques indicateurs qui attestent en effet qu'il existe un calme ô combien précaire. Face à cette situation, le 6e bataillon d'intervention rapide, dont le poste de commandement se trouve à Mabanda, par Kumba, dans le département de la Mémé, a opté pour une stratégie de contrôle de zone décentralisée en 2 groupements, en portant bien entendu un intérêt particulier sur la population qui semble être in fine la clé de voûte ou le nœud de cette crise. Pour faire ce contrôle de zone, nous avons donc plusieurs catégories d'opérations. Il y a celles que nous avons baptisées les routines opérationnelles qui consistent justement à appliquer tous les procédés de combat des contrôles de zone, notamment les patrouilles, les embuscades, les checkpoints. Et au-delà de ces routines qui sont faites quotidiennement, nous avons des opérations spéciales. Tout cela est rangé dans un premier package qui sont les actions de coercition. Et le deuxième package, ce sont des actions civilo-militaires qui nous permettent de gagner la confiance des populations et de renforcer le lien armée-nation qui nous est cher. Après nous avoir permis de comprendre en quoi consiste un contrôle de zone, le chef de bataillon Onana Mbarga nous explique l'organisation et le maillage de son bataillon dans sa zone de responsabilité. Ce bataillon est constitué de 2 groupements. Le 61e groupement pour les départements de la Mémé et du Fako, le 62e groupement pour les départements de la Magnou et du Coupé Manengouba. Et le bataillon compte au total donc 7 unités, donc 6 unités légères d'intervention et une unité de commandement et de service. Heureux concours de circonstances pour l'équipe de tournage et routine opérationnelle pour les commandos, ce jour, le capitaine Mahaï Richard, commandant de la 612e unité légère d'intervention basée à Mouyouka, vient de recevoir un renseignement faisant état de la présence d'un groupe terroriste embusqué entre les villages Bangabakundu et Balangui sur la route nationale numéro 1. Popo, voilà, bonjour à tous. Après le compte-rendu fait à son chef, il va recevoir le hockey pour une exploitation dans la foulée de ce renseignement. Il va alors rapidement faire un briefing à ses hommes en leur rappelant non seulement l'opportunité à saisir, mais aussi la contrainte du respect des règles d'engagement en vigueur. Au niveau de Bangabakundu, on doit faire un point rouge au niveau de Bangalon Street. La dernière fois, ils ont eu à barrer la route de ce côté. Ils pourraient encore réutiliser le même site pour nous tendre l'embuscade. Et à Balangui, au niveau du péage, c'est également une zone rouge. L'ennemi pourrait faire également une embuscade de ce côté. Donc, sans plus tarder, on va embarquer dans l'ordre. Premier véhicule embarque. Deuxième véhicule embarqué. Écho. La signal dans la partie. Non, je faisais le contrôle avec mon moteur là. Toutes sorties de ce genre sont tours de précaution et de toutes les mesures de sécurité. Il est déjà arrivé plus d'une fois en effet qu'une information de ce genre soit un subterfuge pour attirer une patrouille dans une embuscade. Bon, généralement, sur la nationale, l'ennemi ou bien les forces de sous d'opposition, comme nous les appelons, ils ont pour intention d'empêcher la population de vaquer librement à leurs activités ou bien de bloquer la nationale. Donc, généralement, quand ils se manifestent, ce ne soit pas des barricades, c'est-à-dire qu'ils mettent des choses en bordure de route pour empêcher aux véhicules de circuler. Et quand ils le font, ils valorisent ces embuscades par des tirs lointains ou bien par des engins explosifs improvisés qui déclenchent lors du franchissement de nos véhicules. À 31 ans,
le capitaine Mahaï a déjà servi au BIR pendant 8 ans. Il nous explique la sensibilité de ce genre de mission. Nous sommes en pleine patrouille, sur patrouille de contact, sur un itinéraire. On a l'habitude de le faire avec les hommes, ils savent ce qu'on attend d'eux. C'est un itinéraire qui n'est pas totalement safety. Donc il y a des zones qu'on peut dire légèrement rouges, il peut y avoir des manifestations ennemies. Mais depuis un certain temps, on n'en rencontre pas beaucoup sur la route nationale numéro 8. Après avoir servi au BIR Delta, dans la péninsule de Bakassi et à la force BIR Côte, il commande une unité qui est engagée au quotidien dans cette crise. Il nous parle des menaces auxquelles ils sont régulièrement confrontés et des méthodes de riposte. L'ennemi se manifeste de manière différente. Leur mode d'action, généralement, c'est à travers des tirs isolés sur nos patrouilles, sur nos convois quand nous sommes sur les nationales. En dehors de ça, il y a des barricades, c'est-à-dire des objets matériels qu'on met le long de la route pour freiner la progression, notre progression sur les différents itinéraires. En dehors de ça, il y a également la pose des mines, des engins explosifs improvisés sur certaines pistes, bien sur certains passages obligés qui déclenchent lors des passages de nos moyens roulants. Donc c'est principalement par là que l'ennemi se manifeste. Ce sont les différents modes d'action sur nos forces. Nous avons une formation qui est adaptée à ces formes de menaces qui sont multiples. Et avec l'appui de la population, avec l'appui du renseignement, nous parvenons à mettre directement la main sur ces principaux brigands, sur ces principaux terroristes qui mettent que ce soit les mines, que ce soit les tirs isolés, avec l'appui de la population, avec l'appui des autres forces, nous parvenons à le faire sans réelle difficulté. Face à ces moyens engagés, les terroristes leur opposent un armement et des modes opératoires bien que rustiques quelquefois, tout de même à ne pas négliger au regard de leur impact sur le matériel et sur le personnel. Ce qui est des engins explosifs improvisés, je dirais qu'avec la technologie, même sur Internet, l'accès n'est pas très compliqué. Parce que, comme on le dit, c'est quelque chose d'artisanal, c'est quelque chose d'improvisé. Ils le font avec des matériaux communs qu'on peut facilement avoir et ils ont de très bons artificiers qui parviennent à rentabiliser cela. Non loin de l'endroit indiqué par la source de renseignement où se trouverait l'embuscade des séparatistes, les véhicules ralentissent et la tension monte d'un cran. Vitesse maxi 50. Les regards deviennent plus affûtés. Nous sommes à Malende, près de Bangabakundu. Le signalement provient d'ici. Nous sommes dans la zone rouge ou encore la zone de contact. Les soldats giclent hors des véhicules blindés et se lancent en disposition de combat sur des traces fraîches et disparaissent aussitôt dans les buissons. À peine quelques secondes, des coups de feu s'entendent. Un échange de tirs entre les terroristes en fuite et les commandos. Ayant suivi l'arrivée des véhicules, ils ont abandonné leur position, délaissant leur matériel. Le rapport de force n'était certainement pas à leur avantage. Après un moment de silence, les soldats et leurs chefs réapparaissent sur la route. Tenez les différents points. Le renseignement était correct cette fois-ci. Malheureusement, comme bien des fois, les terroristes ont refusé le contact, préférant se disperser dans la brousse. Cette action contribue à faire peser la psychose du côté ennemi. La manœuvre peut bien se passer, on n'a pas de paix de notre côté. Donc c'est un bon point pour le moral des hommes et pour nous. C'est des actions qui se passent pas quotidiennement mais de temps en temps.
Et quand ça se déroule comme ça s'est fait aujourd'hui et que nous apportons une réponse favorable, ça permet également de dissuader pour les prochaines fois à cet ennemi de se manifester. Depuis le début de cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les forces de défense et de sécurité comptabilisent plusieurs décès et blessés devenus par la suite inaptes opérationnels. Ce qui n'a pas découragé pour autant le reste des troupes. Au contraire, ceux qui restent au front entendent rendre hommage à leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Les forces engagées font montre d'un courage audacieux, celui de devoir continuer d'avancer, même lorsqu'on a vu nos camarades rester sur le carreau et qu'on s'imagine être le prochain. Une autre trame de ces braves sont ceux qui, ayant été blessés, sont retournés au combat après guérison. D'autres sont malheureusement définitivement inaptes et sont réinsérés dans les emplois sédentaires. Tous ces hommes doivent vivre désormais avec les marques indélébiles de la guerre en eux et les séquelles de la préservation de l'unité nationale. Ce sergent-chef, précédemment en service dans une section d'intervention, a été blessé lors d'un accrochage. Désormais, il sert la même unité, mais cette fois comme magasinier. On m'a employé dans un service sédentaire où je peux travailler dans le service alimentaire. Donc, pour le ravitaillement, dans les postes, dans les secteurs, ils sont obligés de venir au magasin et les ravitailler, un projet. Et je suis quand même fier parce que le haut commandement a pensé que à cet endroit, je pourrais mieux faire. Âgé de 38 ans, il totalise 15 ans de service dans les bataillons d'intervention rapide. En 2021, il était tireur principal sur mitrailleuse embarquée. Mon rôle ici, c'est de ravitailler les différents secteurs. C'est-à-dire toutes les compagnies toutes les compagnies de la zone du sud-ouest. Et parfois, nous ravitaillons certains postes en hélico, puisque la zone est compliquée. Le 21 mai 2021, au cours d'une embuscade tendue par les terroristes séparatistes, il a reçu des tirs et subi des blessures qui l'ont rendu inapte au combat. Aujourd'hui, bien plus qu'un magasinier, il est une icône pour ses camarades qui vont au front contre l'ennemi. Dans une patrouille dans la zone de Bamenda, précisément à Bali, où nous étions des patrouilles aux environs de 10h30. Après juste un contrôle mixte, à 500 mètres, nous sommes tombés dans l'embuscade des Ambazoniennes avec un convoi de 4 blindés. C'est de là où nous sommes tombés dans l'embuscade et puis nous avons riposté. Ça a pris du temps, au moins 6 heures de temps. On était dans le coup de feu. Mais on reste toujours militaire. On a riposté. On a atteint l'ennemi. Et puis, vers 18 heures que j'ai reçu la balle au bras. Il poursuit son récit. Les souvenirs sont encore ardents dans sa mémoire. Pendant l'attaque, on ne pouvait pas débarquer de la zone.
où il y avait le feu parce qu'on était en circulation. Donc, les premiers véhicules, ils étaient dans les véhicules de derrière parce qu'ils couvraient le derrière. Mais entre-temps, le véhicule de mon chef, donc les EI ont touché le véhicule. C'est de là où il m'appelle au Motorola que son véhicule est atteint, si je peux prendre le devant au Motorola. C'est comme ça que je prends dans le devant. Après cela, on a évolué, puisque l'ennemi était sur le mont, était placé sur le mont. Vous savez que dans la zone de Mavenda, il y a trop les collines. Comme ça qu'il cherchait toujours à tirer sur moi parce qu'il était en tête et c'est moi qui avais l'arme lourde. Et leur problème, c'est de fixer le tireur. Mais à un moment donné, ma main était sur la détente et l'ennemi m'a atteint. C'est de là où j'ai appelé dans les camarades qui sont à l'intérieur du véhicule que je suis touché. Il faut quelqu'un pour me relever. Quand je suis descendu du véhicule, la première des choses, j'ai pensé comme il y avait le sang qui s'évidait. J'ai donc pris le cache-nez qui était sur mon cou. J'ai fait un bandage en attendant que l'infirmier vienne en aide. C'est là où j'ai crié au secours. Et dès que l'ennemi a compris que je suis atteint, il venait seulement nous récupérer étant dans la voiture. Puisqu'on était en circulation et les véhicules, tous les roues étaient percés. Donc on ne pouvait pas débarquer de la zone du danger. Là, on ne pouvait pas. Parce que le coup de feu était de tous les côtés de la route. Il n'est peut-être pas décédé comme certains des siens, mais il y a laissé son bras. La main est faible. Elle est très faible. Elle est très faible. Puisque ça n'a plus la même force d'avant. Et des fois, les nerfs. Donc, je ne peux pas toucher un truc qui pèse. Donc, dès qu'un truc qui pèse sur ma main, je sens déjà les nerfs, ça me frappe. Comme un courant électrique comme ça là. Malgré le traumatisme, le sergent-chef Abakaï n'éprouve aucun regret. Il se dit fier d'avoir combattu pour son pays. Bon, c'est un métier que j'ai opté, donc je ne regrette pas parce que quand j'ai entré dans l'armée, je me suis dit que c'est pour servir le pays avec honneur et fidélité. Donc je ne peux pas le regretter. Il exprime sa gratitude et sa reconnaissance à sa hiérarchie pour la prise en charge, la confiance qu'elle lui a accordée et est fier de continuer à servir son unité, le BIR et son pays de façon différente. Après mon attaque, le haut commandement a pris des dispositifs pour me soigner. Et toutes les dépenses que je faisais à l'hôpital, c'est l'armée qui s'occupait de moi. Que ce soit en nourriture, en alimentation, tout. Donc, je n'ai pas l'idée de dire que non. Puisque même si j'étais en famille et que je n'avais pas de moyens, peut-être par exemple, pendant un accident comme ça, et que tu n'as pas de moyens, ça sera compliqué. Mais l'armée s'occupe de nous. L'armée s'est occupée de moi franchement, puisque je me suis senti vraiment à l'aise. Jusqu'à m'envoyer à l'hôpital général de Douala, où j'ai fait pratiquement 1 mois là-bas. C'est l'armée qui s'occupait de moi. Aujourd'hui, je suis fier. Je suis content d'être. Chauffeur d'un véhicule blindé en 2022, il est lui aussi un des blessés de guerre en service au poste de commandement du 6e BIR à Kumba. Lors d'une patrouille motorisée quittant Bongé sur l'axe Kumba, on est tombé sous la mine. Les Amazoniens ont déclenché. J'étais en tête, je suis un conducteur et ça a pris ma voiture. Nous sommes tombés. Il y a quand même des incidents, il y a les blessés. Ma première réaction est de sortir dans la voiture
Je vois s'il y a le survivant, j'ai riposté d'abord pour me défendre. C'est quand un véhicule tombe comme ça, en feu comme ça peut prendre feu. Je suis sorti d'abord en premier dans la voiture. J'ai pris mon arme et commencé à riposter. J'ai perdu ma classe en 2019 aussi. Le caporal Loumi Alexis était à bord d'un véhicule qui a roulé sur un engin explosif improvisé lors de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations. En ce jour, j'étais même inconscient quand je me suis levé. Tout ce que je fais, je n'étais même pas dans moi. Parce que fait seulement la réaction de premier lieu seulement qui m'a montré que non, fais ça pour sauver seulement ta peau. Oui, j'ai commencé à riposter. Et bien après, quand les camarades sont arrivés autour de moi, j'étais déjà tellement un peu troublé, inconscient. On m'a fait coucher, c'est le dernier réflexe que je me suis souvenu seulement. Retrouvé inconscient par ses camarades après l'explosion, il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention rapide et efficace des médecins. Victime d'un traumatisme crânien, il ne pourra plus piloter ses véhicules blindés d'aussitôt. J'ai un trouble mental, donc j'ai quand même le mot de tête qui me fait à tout moment. Quand il y a assez de bruit, ma tête fait quand même mal. Pour le chef de bataillon au Nana, le métier des armes est un engagement où on est prêt à servir jusqu'au sacrifice suprême. Mais ça peut arriver. Vous pouvez vous blesser, vous pouvez perdre des camarades, vous pouvez vous-même tomber. Mais ça ne va pas vous démoraliser. On doit être déterminé et gagner la guerre, pas une bataille. Après la perte des camarades au cours d'une mission, ils débriefent toujours pour savoir qu'est-ce qui en a été la cause, en font des analyses froides pour en tirer des leçons. Nous avons perdu des camarades sur le terrain, comme je vous ai dit. Certains ont été blessés. Et ce que nous faisons, c'est que lorsque nous revenons, nous essayons de tirer les leçons de chaque événement pour que si c'était une erreur, que ça ne se reproduise plus. Et si ce n'est pas une erreur, on essaie de galvaniser les camarades restants en leur disant que c'est notre métier, ça peut arriver. La région du Sud-Ouest, 7 ans après le début du conflit, continue d'entendre le crépitement des armes. Zone décrétée économiquement sinistrée par le gouvernement camerounais en 2019, il n'est pas évident d'y faire prospérer une activité économique sans recourir à la sécurisation des forces de défense et de sécurité ou de subir la terreur des irrédentistes séparatistes armés. C'est un fait. Today, 29 of January 2024, Mountain Lion One Paco, Major General Sagai Bikiner. I'm really live for Central Market. Animal. Radicien, go to the Valley Ghost Town. Oh, bona, oh, Ghost Town. bombo. Get it, come on. Today, we don't come here. Any man, we Valley Ghost Town, where they put down. Where they come on. We shoot anyone, where they kill us, another killer, and so we shoot. Pour parvenir à joindre les deux bouts, malheureusement, plusieurs citoyens se lancent dans de nombreuses activités illicites pour se faire de l'argent, parfois au détriment de la sécurité. Embarqués dans un convoi musclé, nous rattrapons le léger retard sur notre programme. Nous sommes en direction de la préfecture, à environ 7 km de la base de combat. Là-bas, le préfet nous attend depuis un moment dans ses bureaux. Je suis allé comme sous-préfet de l'arrondissement de Konjok, dans le département de Nkam, région du littoral, où j'ai passé 2 ans. Je suis allé à Ebolova 1er comme sous-préfet de l'arrondissement d'Ebolova 1er. Et c'est là que j'ai été nommé comme préfet du département d'Undian, dans la région du Sud-Ouest. Et depuis 7 ans aujourd'hui, je suis préfet du département de la Mémé. Donc voilà. Administrateur civil en service dans le département de la Mémé, depuis 7 ans, malgré les risques, il compte y rester aussi longtemps que le chef de l'État l'aura décidé. Vous savez, ce pays est notre pays, nous tous. Il y a des moments de gloire, nous tous, nous devons en jouir.
Mais les moments où le pays a besoin de nous, nous devons être prêts à mourir pour notre pays. Même si on me demande, monsieur le préfet, voulez-vous être affecté? Je vais vous dire carrément non. Tant que la crise n'est pas finie, tant que la paix n'est pas retrouvée à 100%, dans mon fort intérieur, je me dis, j'ai encore des efforts à faire pour que mes populations retrouvent l'inquiétude. Les enjeux d'un retour à la normalité est le leitmotiv du chef de terre qui entend jouer sa partition jusqu'au bout. Nous sommes aujourd'hui à un stade où la peur a changé de côté. Parce que les populations qui hier ne comprenaient pas ce qui s'est passé, ne comprenaient pas, alors à qui on avait fait rêver, aujourd'hui ont compris qu'il n'y a pas d'avenir derrière les terroristes. C'est des terroristes, c'est des criminels. Aujourd'hui, le bureau du préfet est en permanence saturé, les bureaux des forces de maintien de l'ordre saturés, et lorsqu'on les voit, même ce sont ces populations qui de temps en temps arrêtent ces criminels et les remettent à la disposition de l'armée. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui étaient venus à Kumba il y a cela 3 ou 4 ans, quand ils reviennent, même vous, quand vous êtes arrivés allez à Banga School, allez à qu'on appelle Banga, qu'on appelle tout, il y a les boîtes. La nuit, ça bouge. Les gens ont retrouvé leur joie de vivre. Les commerçants ont retrouvé le chemin de leur petit commerce. Les mamans repartent au champ. Ce qui est réel est que la situation est largement sous contrôle. On dit dans mon village que lorsqu'on coupe la tête du serpent, il y a la queue qui continue à bouger. Nous sommes déjà à la phase de la queue qui continue à bouger, mais la tête du serpent a été coupée. D'ailleurs, le sous-préfet et sa famille ont déjà subi des menaces de tout genre, y compris des tentatives d'enlèvement ou d'assassinat. Ils s'en sont sortis jusqu'ici grâce à l'étroite collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Malgré ces risques, ils n'entendent pas en démordre tant que le devoir l'appelle. J'ai vécu une situation exagérément embarrassante. J'étais à la maison avec mon épouse qui était enceinte. Mais ce jour, les attaques ont commencé vers 2 à 3 heures du matin. Alors, c'est un peu triste de le dire. Mon épouse a avorté. La grossesse est partie devant moi. Aucun personnel médical ne pouvait atteindre la résidence pour aller venir la sauver. À l'époque, le directeur de l'hôpital, le docteur Mvé, qui était en ligne en permanence avec moi, me dit vraiment, faites ceci, faites cela. Je vous assure, vous perdez votre enfant sous vos yeux. Les services sanitaires ne sont pas très loin de vous, mais vous n'avez rien que vous pouvez faire. Bon, je vous assure, ça a été le triste moment de ma vie privée ici à Kumba. Mais on a Dieu merci, les forces sont venues de manière ferme, de manière forte. On a essayé de venir nous sauver. On a conduit mon épouse à l'hôpital. C'est vrai, la grossesse est partie, l'enfant a été perdu, mais tout de même, on a pu sauver madame et nous-mêmes aussi. Donc, c'est la période la plus embarrassante qui a été mise dans toutes ces attaques. Bon, les autres, c'était des attaques qui ouvraient le feu sur la concession. La force réagissait de manière ferme en attendant que les renforts viennent des unités qui sont projetées par ici. Il garde à l'esprit, tel un aiguillon, l'appel du chef de l'État aux jeunes Camerounais qui se sont égarés, de déposer les armes et de retourner à une vie normale. Faute de foi, ils feront face aux conséquences et à la rigueur de la loi. Il esquisse quelques pistes de solutions pour une sortie pacifique de cette crise qui n'a que trop duré. Vous savez, comme je dis, c'est la guerre. La guerre, on sait là où elle commence, on ne sait jamais jusqu'où elle peut aller. Première chose. Deuxième chose, comment saurais-je l'expliquer? C'est-à-dire le comportement humain. C'est la recherche du gain, l'économie de la guerre, a poussé notre jeunesse et la consommation de la drogue. Ces choses ont poussé notre jeunesse à se retrouver à un stade qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Au jour d'aujourd'hui,
quand vous regardez de manière froide, on est parti d'un stade où tout était dicté de la diaspora à un stade où les jeunes ont compris que voilà que j'ai mon arme, je peux aller braquer, je peux aller prendre la nourriture au marché sans payer parce qu'on m'appelle en bas. Et à un stade où on va leur dire, mais attendez, laissez ce que vous êtes en train de faire. Retrouvez, n'est-ce pas, le train de vie normal en allant au DDR. Beaucoup vont te dire vraiment, moi j'ai mon âme ici, laissez-moi me battre pour trouver de quoi manger. Alors, et ceci agrémenté par une consommation exagérée de la drogue. Et vous savez, avec la drogue, nous ne savons pas où est-ce qu'on peut aller. Ce qui bombarde les véhicules, ce qui pose ces sacs aujourd'hui, beaucoup, je les reçois ici, c'est-à-dire que lorsqu'on les arrête, on les conduit ici à la préfecture, je leur demande, attendez, qu'est-ce qui t'a amené à poser la bombe? Il te dit non, vraiment, ce véhicule a été bombardé, mais il ne savait pas que les gens allaient mourir. On m'a demandé de m'aller planter et que de me cacher en brousse pour appeler. Moi, j'ai appelé, ça s'est explosé, mais monsieur le préfet, pardonnez-moi, ça s'est explosé. J'ai été surpris de voir les gens mourir. Donc, il y a des enfants qui ne savent même pas exactement ce qu'ils font. Nous avons deux catégories d'ambazoniens, comme on les appelle. Ceux qui supportent l'idéologie et ceux qui sont des victimes. Victimes, c'est comment on peut dire qu'ils sont des victimes? Ce sont les gens qui se trouvent dans les villages où les routes sont difficiles d'accès. Ils se retrouvent là-bas. Ces ambas arrivent avec leurs armes. On dit, ok, toi, tu as l'air fort, on te donne des armes, tu vas nous rejoindre, de gré ou de force. Beaucoup ont refusé. On a exécuté leurs parents en public. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On vient d'exécuter ta mère. Est-ce que tu vas l'exécuter quand tu es aussi ton père? Tu rejoins effectivement ces criminels. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous assure, vous voyez le taux. Vous voyez les pourcentages des enfants qui déposent les armes. C'est parce qu'on n'expose pas tous. Il est vraiment considérable. Plus tard, nous irons rencontrer le sous-préfet de Koumba 3, une localité de 5000 habitants environ. Originaire de la région du Sud-Ouest, il nous fait un état général du climat social dans sa circonscription. Notwithstanding the usual fears of the unknown, which we keep witnessing from time to time, I should say Koumba 3 is actually on a good footing in regaining its noble signs of peace. We have been working in close collaboration with security forces and all other stakeholders to see into it that life is actually brought back to normalcy. So as of now, Koumba 3 is enjoying relative calmness, notwithstanding the fact that once in a while we have some adventurers who perpetrate some acts of disturbances, which usually, of course, are liable to put our populations in a state of disturbance. Pour lui, les activités des terroristes séparatistes sont inacceptables au regard des conséquences néfastes qu'elles causent au sein de la population et au sein du tissu social. Il va d'ailleurs, au passage, saluer la présence et la collaboration efficace du BIR qui ne ménage aucun effort pour permettre l'implémentation des instructions des pouvoirs publics. The efforts of the Rapid Intervention Battalion cannot be measured in terms of struggling to build the confidence of the population, in trying to reassure the populations, in trying to see how peace can be restored. Ainsi, le BIR ne mène pas que des opérations militaires visant à mettre hors d'état de nuire tous les séparatistes terroristes, mais il joue également un rôle social qui n'est pas des moindres. Ceci se démontre à travers des actions civilo-militaires via la construction des écoles, la dotation du matériel didactique pendant les rentrées scolaires, la construction des forages, des campagnes de santé, etc. Ces actions ont pour but
de changer la perception de l'image de l'armée qui se veut être républicaine et au service des populations. Notwithstanding the fact that the Rapid Intervention Battalion is a special force which so many consider as a force that is meant only for war, I should say it's a far-fetched illusion, because far from that, the B has usually struggled to make it known through the few whom we, the administrative authorities, are in trying to reach those who are out there that, come on, we should make peace. Peace is all we want. Son message à l'endroit des terroristes est clair et simple. Come out of the bush. Let them come out of the bushes. We have the centers, the demobilization, the disarmament centers in Boya for those of the Southwest region and in Bamenda for those of the Northwest region. I, as a sub-prefect of Kubatri, I am very open. I have received a good number of them, whom I have channeled to the appropriate quarters I just made mention of. And they are well to do today. Let them not be afraid. They should go to any other authorities that make up our societies, be they religious authorities, be they the chiefs, be they the quarter heads, be they the block leaders. Why not even their parents, to tell them that we are fed up, we can't continue. We will always be ready and open to receive them. Dès le lendemain matin, nous partons pour un autre entretien avec une autorité traditionnelle de la ville de Kumba. Au Cameroun, les chefferies traditionnelles constituent un échelon de l'organisation administrative. Régie par un décret en 1972 et une loi constitutionnelle datant du 18 janvier 1996 qui assure la représentation des chefferies traditionnelles en prévoyant leur représentation dans les conseils régionaux. Les chefferies peuvent être du premier, deuxième ou troisième degré en fonction de leur importance territoriale ou historique. Celle où nous allons est de second degré et est située à environ 9 km de Mabanda. C'est là que réside le FON et quelques-uns de ses notables. La beauté de cette chefferie captive notre attention à l'arrivée. La ville de Kumba est le siège de l'une des 6 chefferies traditionnelles de premier degré de la région du Sud-Ouest, la chefferie Bafao. Les Bafao et les Bakundu sont les 2 groupes ethniques autochtones de cette localité. En l'absence du FON en déplacement, nous rencontrons le secrétaire du conseil traditionnel. Le conseil traditionnel de Kumba est le bras législatif et exécutif de la tribu. Au sommet, il y a le FON, puis des conseillers issus des 10 familles fondatrices de Kumba qui constituent le conseil traditionnel. Au sujet du conflit qui mine le Sud-Ouest depuis 7 ans, le secrétaire du conseil traditionnel, M. Ngo Wilson Gobé, trouve que c'est triste et regrettable. C'est un véritable frein au développement et au bien-être des populations, selon lui. As you know, all conflicts come with cost, human and property costs. So that is the great price we of this region has to pay since the beginning of the conflict. So I'm saddened to look at the breakdown of economic life or social life and all those. So in a nutshell, I'm saddened. And I believe so many of my compatriots share that sentiment. À son avis, il y a une nette amélioration qui donne espoir à une sortie de crise pacifique et définitive
pour ne plus jamais que ce cauchemar ne se reproduise. Enormously, greatly. I can say presently now we are entering in a period of relative peace, calmness. Social and economic activities has regained their strength. If you have to compare it back from the beginning of the conflict, you see that there's much improvement. People are trooping back into the town, businesses, schools, and other activities. So in relative terms, yes, there's a lot of change, a progressive one too, in terms of stability and security. Le secrétaire insiste sur un point en particulier avant que nous ne nous quittons. We are dealing with armed conflict, and the phone of the Traditional Council does not have arms. So our role basically was just that of mediation, advice, try to intercede between people, preach peace and peaceful coexistence. Le 6e BIR a très vite compris qu'il faut avoir la population de son côté. C'est elle qui est à mesure de fournir les renseignements les plus exacts et de dénoncer ceux parmi elles qui souscrivent aux projets séparatistes violents. C'est ce qui explique leur œuvre sociale ou encore leurs actions civilo-militaires. Ce sont des actions civilo-militaires qui nous permettent de gagner la confiance des populations et de renforcer le lien armée-nation qui nous est cher. Pour assurer le contrôle de sa zone d'action, le 6e BIR mène, en plus des patrouilles motorisées, des patrouilles pédestres, des actions de ciblage sur des cibles à haute valeur ajoutée, telles que des pseudo-généraux, des embuscades sur renseignement et bien d'autres. Quel que soit ce qui arrive, rendez-moi compte. Allez. Ok, reçu. Nous allons progresser. Lors des manœuvres pédestres, il est question de faire des fouilles minutieuses dans des zones dangereuses. Il s'agit bien des fois des dénonciations des riverains qui n'hésitent pas à filer une information, soit sur des objets suspects aperçus dans leur village ou aux abords, soit sur des déplacements des séparatistes terroristes. Le 6e BIR assure également la surveillance et le contrôle de l'espace à partir de la 3e dimension, soit en utilisant des drones allant des quadricoptères aux avions, soit en utilisant des hélicoptères. Depuis le début de ce conflit, l'État du Cameroun a engagé d'énormes moyens humains et matériels. Plusieurs personnes ont perdu leur vie, que ce soit du côté des séparatistes, des forces de défense et de sécurité et même de la population, femmes, hommes et enfants. Un jour de plus dans cette situation est un jour de trop. Au regard des dommages causés par les affrontements, les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités traditionnelles devraient faire un effort supplémentaire pour mettre fin à cette année de crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. S'il est vrai que les forces de défense et de sécurité ont réduit la menace à sa plus simple expression, il est tout aussi vrai que cette dernière n'est pas totalement annihilée. La paix et la sécurité sont inexorablement un gage de stabilité et de développement économique pour répondre aux aspirations les plus élémentaires des populations. Les bataillons d'intervention rapide l'ont bien compris, la victoire se gagne avec la population, par l'action prépondérante de la population et pour la population.